Arnaud et Jean-Marie Larieux et leur monsieur Jeannette Duterte. Bonsoir. Merci à tous les deux d'être là, ça nous fait très plaisir. Merci à tous les trois, avec Annette qui a disparu là, mais elle est là. Annette Duterte, la monteuse. Bah oui, il faut l'applaudir. Pas le droit à la parole parce que quand elle parle trop longtemps, donc on a décidé de couper la monteuse. C'est de couper au montage. Arnaud et Jean-Marie, on va commencer très classiquement par rappeler d'où vient ce projet de genre, c'est-à-dire de faire une comédie musicale, sachant que la chanson existait déjà, avait déjà une place dans certains de vos films antérieurs. Je trouve ça Un homme, un vrai, où il y avait déjà Philippe Catherine dans Les Parages et Mathieu Amalric. Mais là, si j'ai bien compris, il y a quand même une espèce d'impulsion du producteur qui vous a incité à, ou c'est quoi le déclencheur pour faire un film qui s'inscrit à ce point dans ce genre cinématographique? Si vous donnez tout, vous avez tout dit. Ah ouais, mais c'est pour vous contraindre à bouger par rapport à ce que je sais déjà. Une nouvelle. Oui, le producteur, oui, Un homme, un vrai. Non, le producteur nous a incité à aller boire un verre avec Philippe et Catherine, avec qui on avait fait les chansons d'Un homme, un vrai. Et on a bu ce verre avec Philippe et Catherine à Montmartre. Il a dit oui à tout ce qu'on lui proposait. On va faire une comédie musicale avec toi, tu joueras le rôle principal, tu feras à peu près tout. Et ça nous a vachement inspiré. Et quand le scénario a été fini, pas mal de mois, quasi un an plus tard, Philippe nous a dit non, c'est beaucoup trop pour moi. Et il a disparu. Et c'est ça les histoires du cinéma. Et donc c'est Mathieu Amalric qui a joué le rôle. Et Philippe a quand même fait les chansons de Tralala, le titre et le personnage. Et voilà, je la fais vite, mais dans le raccourci, c'est la vérité. Mais l'impulsion, donc, c'est Catherine qui disparaît. Et voilà, dont le producteur, quand on avait parlé de quelques projets qu'on avait en tête, effectivement, il avait tilté sur comédie musicale. Et le producteur, c'est important dans le cas de la comédie musicale. Ça fait normalement peur à tellement de monde ou financier, c'est qu'il faut absolument qu'un producteur dise ok, on y va. Parce qu'après lui, il doit aller voir les financiers et leur dire je fais une comédie musicale. Et... Alors il se trouve que c'est l'année où le CNC, qui a développé depuis 2-3 ans des aides aux films de genre, avait proposé l'aide à la comédie musicale, mais le projet, franchement, il me semble qu'on ne savait pas que ça existait encore. Donc après on a couru pour essayer d'être prêt, et il se trouve qu'on l'a eu, avec Noémie Milowski ici présente. Ouais, qu'on peut applaudir parce qu'on est super content qu'elle soit là, Noémie. Merci quand même. En montage. Et Serge Boson qui n'est pas là. Mais non, mais je ne crois pas, je ne l'avais pas vu. Voilà. Et on se connaissait tous et on se disait merde, on est tous concurrents, et on l'a eu tous les trois. Pas mal. C'était joli. Pour décoder un tout petit peu pour ceux qui ne sont pas au courant de cette aide-là, parce que du coup elle est censée quand même changer un peu le visage du cinéma français. Le CNC a fini par entendre que le cinéma français n'était pas suffisamment diversifié sur la question des genres cinématographiques, et donc a incité à ce que chaque année un genre soit élu comme susceptible d'avoir une aide spécifique. Donc il y a eu le cinéma fantastique, science-fiction, je ne sais plus quelle était la première année, puis ensuite il y a eu la comédie musicale, l'idée étant d'inciter... Deuxième année, je pense. Ouais. L'idée étant d'inciter des scénaristes et des réalisateurs à s'orienter vers un genre cinématographique pour contribuer à la diversification des formes dans le cinéma français contemporain. Alors là, on part de Philippe Catherine, du coup, tu nous racontes que voilà, il écrit quelques chansons. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, du coup, tu te dis, vous vous dites, pour les autres personnages, on va appeler d'autres chanteurs, musiciens contemporains, et j'allais dire, pour enchaîner avec une autre question, parce que le temps est compté, qu'est-ce qui fait qu'à un moment on retrouve un vrai chanteur dans le film, c'est-à-dire Bertrand Belin, dont le studio est à Montreuil, je dis ça, je vais vous faire un peu de pub. Parce que depuis le début, même quand on avait demandé à Philippe Catherine,
la deuxième question, quand on avait bu ce verre, on lui a dit ça te gênerait pas qu'il y ait Bertrand Belin aussi dans le film. D'accord. On nous avait dit oui, d'autant qu'il n'y est plus à la fin. Mais donc Belin, on y pensait, on se disait s'il y a Catherine, il y aura Belin. Donc ça, dès le début, on fait... donc, ça aurait été Par coup de cœur pour le chanteur. Oui, puis un peu une sorte d'opposition, celui qui était resté. On a pensé à Bertrand depuis le début. Et on pensait aux musiques, mais on avait aussi l'intuition qu'il pouvait jouer. C'est la première fois. Donc ça s'est accéléré quand Philippe a dit je crois que je ne vais pas le faire, mais de fait, on s'est retrouvé avec des acteurs, des actrices et un seul chanteur, Bertrand Belin. Donc le chanteur qui joue et les autres, les acteurs, actrices qui vont chanter. Et ça a réorienté le scénario, peut-être pas tout à fait à l'écriture, mais au tournage, au montage. Ça a fait évoluer en gros le fait que l'histoire de Tralala, c'est celui qui remet le frère à sa bonne place, on va dire, sur scène. Et le seul chanteur, c'est Bertrand Belin. Bon, après ça, c'est des histoires de cinéma, mais puisqu'on se tournait en son direct, le cinéma, à un moment donné, enregistre des hypothèses dans la réalité, même si la fiction est très haute. Et il y a un seul chanteur qu'on entend, c'est Belin. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de l'émotion avec les autres, mais c'est une émotion différente. Ouais, mais c'est ça qui est très très beau dans le film, je trouve. C'est la façon dont progressivement il arrive à affirmer la légitimité du chanteur après être passé par des tas de moments plus fragiles. Enfin, le début, par exemple, moi je trouve ça assez beau. On a mis un texte qui raconte un peu ça d'ailleurs dans le programme. C'est qu'il y a un rapport à la fragilité. Ce personnage, il n'est pas sûr de lui, ce qu'il joue est un peu fragile. Les chansons sont pas entièrement, ont l'air comme ça, pas totalement achevées. Il y a un truc où on se dit ah là, qu'est-ce que c'est que ça. Puis, pour nous, spectateurs, il y a quand même le fait d'assumer, d'avoir la vraie voix des acteurs dont on sait qu'ils sont pas chanteurs, tout ça. Et tout à coup, la façon dont progressivement, on finit par trouver un centre au film et une place avec une chanson extraordinaire. Et où là, moi, je décolle en me disant que c'est le plus beau film de l'année. Moi, j'en rajoute un peu, parce que vous êtes là. Mais quand même, il y a un truc très très beau dans le fait d'assumer ce cheminement-là. Vous l'avez pensé comme ça ? Écoutez, on reviendra, parce qu'on va vous amener avec nous partout. Ouais. Je suis un peu pris. Non, mais le début, c'était vraiment l'homme sans mélodie. C'était ça notre point de départ. Ouais. Et inspiré, mais sans mélodie. Je vois 3 graines de poussière dans un rayon, j'en fais un début, c'est même pas une chanson, de texte, de soliloque, et je gratouille dessus. Mais je trouve pas ma mélodie. La mélodie, je la trouve à la toute fin, et tout seul sur la barque. Et donc, mais parce que la vraie rencontre, le vrai truc, c'était quand on a vu la fratrie Belin-Mathieu. Quand on dit Belin, on y pensait. En réalité, ça s'est passé quand on a vu vraiment Mathieu à côté de Belin. En fait, on a vu des vrais frères. Ils ne se connaissaient pas, mais il y avait un mélange d'admiration, parce qu'il y avait Mathieu admirait le chanteur, Belin admirait l'acteur. Vraiment, ils se regardaient comme ça, il y avait quelque chose de très fort. Donc c'est ça qui a donné, et ça a mis du temps, ça a mis le temps du tournage, mais c'est ça qui a changé la fin. Mais la fin, on l'a changé à la fin. Au concert final, c'est-à-dire, normalement au concert final, quand Mathieu fait le récit de sa fugue d'enfant, après il chantait. Et quand Bertrand lui relève le micro, Mathieu fait son récit, et après Mathieu chantait, et puis il rebaissait le micro pour Bertrand. Et au montage, grâce au micro, grâce à Annette, le micro nous sert à ce qu'il y ait un geste qui signifie je le monte et je le descends. Il y a un acte, il y a un geste. Et il se trouve que c'est le geste juste dont parle la chanson qui n'est pas écrite pour le film en réalité. C'est ça qui... En fait, on a fait comme si elle avait été écrite pour le film. Mais cette chanson, c'est une chanson de Belin qui préexiste au film. Et du coup, c'est les images et les choses qui se cristallisent autour de la chanson. Et le geste juste, au fond, c'est le micro. Et il y avait cette barque bleue qui nous narguait un peu. Tous les jours, on tournait au lac. Un pêcheur anonyme, qu'on n'a jamais vu d'ailleurs. J'ai eu un peu volé la barque pendant 2 heures. Et elle était là, bizarrement. Mais le jour où l'idée est venue, on s'est dit, mais il faut une barque. Et puis on se retourne, il y avait une barque bleue. Non, ça, c'est des signes très forts. Très fort. On savait que le film n'était pas trop mal. ouais. Quand on dit ça, franchement, c'est très écrit. C'est pour ça que
C'est le seul changement, mais sauf la fin. Ouais, mais ça change C'est pas. vrai que souvent, on aime bien ne pas connaître la fin. D'accord. Et on aime bien que donc, le spectateur ait ce sentiment-là. Donc quand on dit ça, c'est que nous-mêmes, on n'est pas plus en avance que le spectateur, même si c'est travaillé. Mais que la fin, on a l'impression de la découvrir avec lui. Et donc, Mathieu, derrière le micro, vous ne l'avez pas tourné. Si. Et C'était pas la bonne idée. D'accord. Non, lui, Mathieu, c'était un plan de séquence de 8-9 minutes. Il montait sur scène, il faisait son récit de la fugue, il enchaînait la chanson et il quittait la scène. Et c'était un plan de 8 minutes. On lui a fait faire 10-15 fois. Et on ne savait pas qu'on allait le couper, on n'était pas pervers. Franchement, on ne savait pas qu'on allait le couper. Mais quand même, il se passait un Et truc. du coup, il se passe quelque chose dans son récit, parce que surtout, il sait qu'il va devoir chanter. Et ce qui lui coûte énormément, c'est de savoir qu'il va chanter derrière. Du coup, il a une émotion sur ce qu'il raconte qui est liée au fait qu'il va devoir chanter derrière. Mais c'est pas calculé, franchement, c'est pas calculé. Qui pose la première question? Ouais. C'est pas tellement une impression, c'est deux questions, c'est une impression. Je trouve que ce film est un véritable chef-d'œuvre. Bah, c'est bien comme impression. Merci. Moi, elle n'est pas finie. Pour deux raisons principales. Il y a constamment, du début jusqu'à la fin du film, une symbiose entre les dialogues, la musique et la chorégraphie. J'ai été très sensible à cela. Et ensuite, je trouve que tous les rapports masculins-féminins ont quelque chose d'innocent de l'enfance. Voilà. Merci. Merci. On peut peut-être parler quand même des autres musiciens du coup et de la chorégraphe avec laquelle vous avez travaillé et comment vous avez travaillé avec les uns et les autres. Ah, donc j'identifie la deuxième. Non, mais main qui se lève. de manière, c'est vrai qu'on l'a pas. Enfin, on est parti sur un film, mais quand on dit comédie musicale, genre, au fond, on s'est dit, voilà, la comédie musicale, ce sera pas justement le genre qui descend du ciel, ni les chansons, et tout part des personnages, donc des acteurs, et donc c'est comme si on filmait qu'est-ce qui se passerait dans la vie quand les gens se mettent à chanter, enfin en tout cas, essayer de capter cette émotion-là. Donc a priori, au final, ça donne quelque chose où tout est très lié, où les chansons arrivent au milieu des dialogues, ou ce qu'on appelait dans la comédie musicale, dans le genre, ce qui fait toujours un peu mal à ceux qui n'aiment pas, c'est le côté code, tout d'un coup, boum, numéro musical, boum, danse, boum. Et rien n'est fait comme ça dans le film. A priori, on travaille les envols, les atterrissages et la chorégraphie de la même manière. Mathilde Monnier, là, voilà, elle a rencontré les comédiens, elle voyait un peu comment ils bougeaient, s'ils pouvaient bouger. On n'avait pas un temps fou, c'est un film qui a été fait très vite, préparé relativement vite aussi. Donc on a été à l'essentiel, quoi. Voilà, elle regardait. Ça part des gens, ça part. C'est pas le genre qui tombe sur l'histoire. C'est voilà, la danse, les chansons partent des personnages et des acteurs et des actrices. Donc a priori, nous on est très contents si on dit tout est plutôt lié. Il y a une sorte de lien, mais de fragilité aussi. Voilà. Ça a été fait très vite et dans des conditions très particulières quand même, parce qu'il y a un truc qui s'appelle le confinement, qui a un peu modifié le film, enfin le tournage, mais aussi ce qu'on voit sur l'écran, parce qu'il y a une sorte de contamination du contexte par rapport au récit. Ah, Non, mais donnez-moi une part. voilà. C'était quoi votre question? Non, le confinement, disons que ça, c'était au moment du casting. Au fond, ça a été plutôt relativement simple. Les gens étaient très, très disponibles. Donc c'était assez beau, parce que, enfin, à partir du moment où on s'est dit, ben, on continue, mais donc on a écrit, parlé aux gens, les gens lisaient vite. Donc les chanteurs, les acteurs, tout s'est passé plutôt comme ça. Je crois qu'on faisait très peu d'essais, enfin on ne va pas faire des essais à Josiane Balasco pour voir si elle s'est jouée. Alors, après il y avait des paris, est-ce qu'elle sera chantée? Bon, nous on prenait le pari que toute personne qui nous disait je suis prêt à venir, on se disait on y arrivera. Voilà. Parce qu'il y a pas mal, chez les garçons, il y a eu pas mal de... Les garçons ont peur de chanter, ils ont peur du ridicule. Ah oui. Ah bah oui, plus. Après, le premier truc, vrai truc qu'on a fait, c'est d'enregistrer le playback quand même.
puisque donc on savait que ça irait très vite, on ne pouvait pas partir en tournage sans les chansons préenregistrées. Donc les comédiens et tout ça, en réalité, nous, le premier élément concret qu'on a reçu du film, c'est les chansons chantées par les comédiens, alors en studio, mais c'était déjà très fort, nous, ça nous apportait. Donc après, que ça aille vite, pas vite, on était porté. Une fois que ça a été enregistré. Donc la rencontre avec Josiane, c'est sur la chanson, avec tous, c'est sur les chansons. Par contre, après, on a tout fait pour que le son puisse être enregistré en direct sur le tournage. Le playback, c'était des sécurités. Donc les comédiens avaient des oreillettes et on pouvait enregistrer. Donc il n'y avait pas de musique diffusée sur le plateau. Donc on pouvait enregistrer leur voix en son direct de ce qu'ils jouaient au moment où ils jouaient. Et à 90%, c'est ce qu'on a gardé. Parce que pour plusieurs raisons. Après, c'est Renaud Létang qui était l'arrangeur, producteur de la musique. Et lui, il dit, c'est la première fois qu'il fait ça. Du coup, il a dû recaler la musique par rapport aux paroles. En général, on fait l'inverse. On met les paroles dans la musique. Et là, comme on gardait le direct, il était obligé d'enlever quelques mesures à la musique. Et la seule qu'on a vraiment gardée en playback, c'est Josiane. Parce qu'elle nous a dit, non, je ne peux pas jouer et le faire en même temps. Et la chanson de Domitna est extrêmement compliquée à chanter. Elle a l'air toute simple, la mélodie, mais c'est extrêmement compliqué. Mais du coup, on était obligé de lui rajouter sa vie d'actrice enregistrée dans la scène en direct. On l'a rajouté au playback. Ce qui donne des manips très étranges où on rajoute des respirations de Josiane Velasco autour de son playback. Parce que ce qu'elle fait à l'image, on la voit respirer, on la voit, et ce n'est pas enregistré comme ça au playback. Au playback, là, c'est pas la même vie. Non, puis c'est le numérique qui permet, là, désormais, ça suffit plus de dire juste playback ou son direct, parce que maintenant, il y a tout un tas de nuances, il peut y avoir des demi-mots, des choses qu'on vient placer, le mixage aussi, on pourrait en parler, mais chaque séquence est différemment mixée, le niveau de voix, le niveau de musique, l'évolution. On peut jouer de plein de choses. C'est ce qui permettait de se dire, on peut, encore une fois, la direction, c'était qu'il y ait de l'émotion dans les chansons, alors qu'on n'a pas affaire à des chanteurs et des chanteuses professionnelles. C'est très intéressant sur c'est quoi une émotion. Donc ça parle du cinéma. C'est quoi entre la fragilité et la justesse. Alors c'était Renaud Létang qui précisément, puisque c'est un mixeur, producteur de musique en studio, donc il ne laissait rien passer sur la justesse et le tempo. Mais nous, on pressait beaucoup sur l'idée qu'il y a une fragilité, en tout cas à l'image, pas dans une BO, qui est émouvante. Et ça a un rapport d'ailleurs avec la nudité, c'est un film où il n'y a pas de nus, mais pour nous, les nus, ils sont beaucoup, il y en a beaucoup, c'est des chansons. Bonsoir. D'abord, je voulais vous féliciter parce que vraiment, j'ai passé un moment délicieux, fantastique. Quoi. Vraiment, j'aime beaucoup vos films. Mais là, vraiment, c'était magnifique. Surtout que je suis un fan de la première heure de Bertrand Belin. Donc, j'étais ravi. Non, mais moi, je voulais poser une question plus sur la thématique sur Lourdes et sur toute l'allégorie mystique autour de cette apparition de la Vierge, de ce sorte de Jésus qui revient. Est-ce que ça a été au début du scénario, vous vous êtes dit il faut qu'on vraiment on parte de ça, et notamment là, le choix de la ville de Lourdes, je crois que vous êtes de la région, ou pas très loin, donc où est-ce que c'est venu après le scénario, vous vous êtes dit tiens, où est-ce qu'on va tourner, on va rajouter cette allégorie un peu autour de... Non, on l'a pas dit tout à l'heure, mais enfin, il y avait comédie musicale et on s'était toujours dit d'abord il était temps de tourner à Lourdes. Là, ça fait 4-5 ans qu'on tourne autour du sujet, on a commencé à écrire une série, finalement c'est pas fait, donc on voulait retourner à Lourdes, notre ville natale. Et une comédie musicale, si on la tournait, on savait qu'on la tournerait à Lourdes. Demi, quoi, Rochefort, les parapluies de Cherbourg, nous c'était Lourdes. D'ailleurs, il faut dire que Demi a été assistante de Georges Rouquier sur un documentaire dans les années 50 qui s'appelle Lourdes et ses miracles. Demi était assistante. Il a descendu les rues de Lourdes. Donc ça, Lourdes, c'était clair.
Et après, c'est notre manière Hitchcockienne, on peut dire. Donc, si on va tourner à Lourdes, il y aura des miracles, il y aura des apparitions, mais ça nous plaît. Ça nous plaisait. Et puis de le faire d'une manière. Alors, pour le coup, on revient à l'enfance. Ça a été notre quotidien. C'était trivial tout ça, mais à la fois, c'est des rêveries, ça nous parle. Et puis avoir eu une jeunesse à Lourdes, c'est-à-dire avoir été en boîte de nuit à Lourdes. Donc voilà, ça mélange ce trivial. On n'a pas filmé la grotte, mais on a filmé la boîte de nuit. Au fond, notre grotte, c'est la boîte de nuit. Donc voilà, mais on l'a pris plutôt sérieusement. Franchement, le sujet qui nous a beaucoup porté comme chanson, c'était l'histoire de quelqu'un qui prend la place de l'autre, mais pas du tout traité sur l'histoire de l'imposture. C'est que tout d'un coup, il s'aperçoit qu'il a des liens avec celui qui a disparu, et puis qu'il lui appartient à lui de le faire revivre, et qui se fait revivre lui. Et là, on a trouvé que c'était des sujets qui nous dépassaient, et qu'on devait traiter assez rigoureusement, parce que, oui, de manière, je sais pas, c'est un peu le sujet de la résurrection, mais de manière païenne, moitée, ou je sais rien, mais c'est des sujets qui existent, quoi. Je fais 3 remarques là-dessus, sur ce sujet-là. Petit 1, moi j'ai trouvé étrange la résonance avec Titane de Julia Ducournau, Palme d'Or, qui parle quand même aussi de l'histoire de quelqu'un qui prend la place d'un autre et où tout le monde y trouve son compte, à cette adoption conscientisée. La deuxième chose, c'est que ça vient d'une parole de chanson, ce qui devient d'ailleurs le slogan de l'affiche. Je veux bien que vous nous racontiez ça, le rapport à cette phrase sur l'incitation à ne pas être soi-même. Alors si on commence par ça, c'est encore une fois une phrase de Philippe Catherine dans une chanson. C'est dans un album qui s'appelle Magnum. En fait, c'est la fin d'une chanson sur laquelle enchaîne Sexy Cool, que Mathieu réinterprète là. Donc c'est juste avant Sexy Cool. En fait. Catherine dit surtout, ne soyez pas vous-même. Oui, comment dire, une vierge, elle a des phrases, sinon c'est pas une apparition. Une apparition sans verbe, c'est pas une apparition. Et c'était bon, d'abord on s'en sert, nous, au pied de la lettre. Parce que une phrase d'apparition, il faut la prendre au pied de la lettre, faut pas. Elle lui a dit, ne soyez pas vous-même, il arrive à Lourdes, on le prend pour quelqu'un d'autre. Et cette franchise, nous, on aime beaucoup, et du coup, c'est comme ça qu'on passe au... Alors, est-ce que ça part de la croyance, je pense. De toute façon, c'est une histoire de croyance. Hein. Donc, ça ne peut pas se passer ailleurs qu'à Lourdes. Mais pas comme une plaisanterie. Ah, à Lourdes, ils croient. Et les Lourdes ne croient pas plus que ça. Hein, mais on trouve intéressant que ça se passe à la fois là où quelque chose a eu lieu en vrai, avec 40 guillemets, de placer une superfiction chantante dans cet endroit où on dit que ça a eu lieu, et de traiter ça de manière réaliste, c'est-à-dire la mise en scène, le filmage, on a voulu rester assez près du réel, les masques, les rues, de mélanger ces 3 niveaux d'histoire. On trouve ça inspirant sur le sujet lui-même de la croyance. Alors c'est des choses qu'on se formulait rapidement, parce qu'il ne faut pas faire des films avec des idées comme ça, mais de chaque fois c'était quand même un diapason sur le vrai, le faux, le documentaire, l'extrême fiction. On avait toujours ce diapason où les choses rentraient ou rentraient pas. Sachant que la Vierge elle-même, elle est aussi un peu imposteuse. Enfin, on finit par découvrir qu'elle a une autre identité que celle. Elle n'est pas vierge du tout, c'est lui. Elle lui dit une phrase et il voit un briquet avec la Vierge. C'est lui qui s'en fait totalement une vierge. Et c'est ce qu'il raconte juste après. C'est lui qui se la crée, totalement. Mais ça dit, oui, mais pareil dans les rapports réels, on connaît une amie là, qui travaille avec les migrants à Toulouse, tout ça, ou des gens à la rue, et non, mais quand on lui a parlé du sujet, il nous a dit c'est dingue, là, au bout et un type, ça faisait un moment qu'il ne voulait pas en parler, mais il disait que souvent dans la rue, il avait un rapport avec une femme dont il a fini par dire qu'il pensait que c'était la Vierge. Donc bon... Oui, c'est ce que dit Arnaud, nous on le traite à la manière triviale. Justement, le film de nouveau dit pas tiens, il a vu la Vierge, pas du tout. On
on parle de quelqu'un qui se raconte que c'est peut-être ça. Après, nous, on se racontait que c'était plus une Nadja un peu lourdaise, on va dire, qu'un type à la rue rencontre, quoi. Nadja, dans Breton, c'est une fille qui est un peu à la rue, qui est dite folle, voilà, et qui en même temps ouvre la littérature en breton. Oui. On n'a pas répondu à la première question. Ah, vas-y. Mais je me souviens plus de la Ah ben première. voilà. C'était en 2 temps. La première question. C'était C'est un Titane. Titane. Ah, j'ai évoqué Titane. Ah, Titane, Ouais. oui, bien sûr. Non, ça vous a pas frappé? Non, mais parce que ça fait un moment. Non, mais c'est l'histoire. Nous, ça fait un moment, en fait, que ça nous. Et que c'est pas les liens du sang qui fondent forcément une famille. Et même les communautés, et même toutes ces choses-là. Et ça, je trouve, hein, bon, ça pourrait être un long sujet, mais. Et ça, c'est dans l'air, mais c'est dans l'air. Alors, ça pourrait être un très long sujet, mais là-dessus, on y rentre par Lourdes, on y rentre par le cinéma de genre. Oui, mais nous, quand on a vu le film, on y a pensé aussi. On s'est dit, tiens, oui, tiens. Mais... Une conjonction. Allez-y. Bonsoir messieurs, dames. Je voulais savoir pourquoi vous avez appelé ce film Tralala. Tralala. Par exemple, pourquoi pas Tralala, elle a Donc au début, on va rendre. Non, parce qu'on avait dit, on va faire une. Ok, on fait une comédie musicale, mais on va la faire sans tout le tralala. Et on était avec notre monteuse, qui a juste gardé le mot tralala. Elle a dit, c'est un très bon titre. Moi je pensais à Tralala, L''AIR. C'est la suite, c'est la suite. C'est le... Ça peut être la suite. Qui pose la vraie dernière? Voilà, le voisin. Moi, ce qui était dingue, Bertrand Belin, on dirait qu'il a la voix d'Alain Bachung. Oui, ah oui. Et puis la chanson, elle ressemble à ses chansons en vie. Et voilà, mais on est fait d'un monde où tous les autres prennent la place de ceux qui ont disparu. Et franchement, c'est Joli. ce qui fait l'émotion des choses, hein, ce qui fait que soit à la fois on regrette tous les disparus, soit on se dit que la vie continue. Ouais. Et c'est vrai, un peu. Et d'ailleurs, vous dites Mais que... Belin. Oui. Mais c'est... Non, ce qui est troublant, c'est que nous, longtemps, quand Catherine a disparu, avant qu'on sache qui allait Il a rentrer... disparu, il n'est pas mort, lui. Hein. Longtemps... Non, oui, pardon, il est parti. disparu, oui. Longtemps, ça a été... On a lu beaucoup de choses sur Bachung. Il y avait une sorte de personnage, c'était Bachung. Et on aime bien que tout d'un coup, on nous reparle de Bachung quand les gens voient le film. Et c'est effectivement, ça, c'est Bertrand qui l'a amené. Consciemment, c'est-à-dire que lui a dit... il y aurait quelque chose... Non, Bertrand, c'est Bertrand. C'est ses chansons d'art qu'il y a du Bachung. Non, ça, c'était nous. Hein? Dans ses chansons, il y a des traces de Bachung et d'une influence forte. Ouais, mais ça, il faudrait lui poser la question. Bah oui, il a failli venir, il est à la Cinémathèque française, sinon il serait venu. Par ailleurs, il est en train de faire la musique de film du nouveau film de Blandine Lenoir, Montreuilloise aussi. Donc il sera là pour le film de Blandine, quoi. Normal. Je crois que c'est le moment de vous remercier chaleureusement. Merci aux deux frères Darieux, merci Annette. Et à très bientôt, bonne soirée. Parlez-en autour de vous, les salles de cinéma ont besoin de public. Donc ils ont besoin de bouche à oreille aussi.